Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Une session parlementaire s'est tenue sous la présidence du chef du Parlement, Nabih Berri. Au menu, 23 projets de loi économiques, monétaires et sociaux, mais aussi des débats vifs sur les questions municipales à l'approche des élections. En tête de l'ordre du jour, l'amendement de la loi sur le secret bancaire, adopté à la majorité avec 87 voix, permettant de remonter jusqu'à 10 ans en arrière. Mais c'est sur la loi concernant les municipalités que les tensions explosent. Le député Jbran Bassil réclame qu'elle soit discutée en priorité. Le président du Parlement Nabih Berri lui répond catégoriquement « Le confessionnalisme qui domine ce pays ne vient ni de moi ni de vous ». Le Parlement a également adopté la modification de la loi sur la monnaie et le crédit, ainsi que des amendements sur la loi du travail, ouvrant la voie à plus de flexibilité dans l'emploi. Le député Ali Hassan Khalil, de son côté, a appelé à enquêter sur les faits de la commission de contrôle des banques, notamment de sa présidente. Il accuse la commission de dysfonctionnement grave dans la supervision du secteur bancaire. Le Liban amorce une étape clé vers la réforme du secteur de l'électricité. Un accord de près de 250 millions de dollars a été signé avec la Banque mondiale pour appuyer des investissements stratégiques longtemps attendus. Le ministre des Finances, Yassine Jaber, a salué cette signature comme un tournant décisif. Selon lui, ce prêt permettra enfin de mettre en œuvre des réformes bloquées depuis des années, à commencer par la création de l'autorité de régulation du secteur. Le projet financé comporte 3 volets principaux. Le premier concerne la création d'un centre de contrôle national de l'électricité. Le second, la modernisation du système de comptabilité et de facturation à EDL, Électricité du Liban. Et enfin, le développement de fermes solaires pouvant produire jusqu'à 150 MW dans une première phase, réduisant ainsi la facture annuelle de carburant de 40 millions de dollars. À l'occasion du 110e anniversaire du génocide arménien, le président de la République, Joseph Aoun, a décrit la communauté arménienne comme un pilier de l'identité libanaise, riche de sa diversité. Il a salué l'engagement et les contributions exemplaires des citoyens libanais d'origine arménienne à la société libanaise dans les domaines politiques, économiques, culturels et artistiques. Le président Aoun a rendu hommage aux victimes du génocide arménien ainsi qu'à toutes les victimes de l'injustice et l'agression à travers le monde, priant pour la protection du Liban et de son peuple. Le président Aoun a réaffirmé son soutien constant du Liban au peuple arménien. Dans le dossier régional cette fois, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a officiellement demandé des explications à Téhéran sur l'existence de tunnels suspects près du site nucléaire de Natanz. Des tunnels récemment découverts autour du site nucléaire de Natanz en Iran inquiètent la communauté internationale. Ces structures, visibles sur des images satellites publiées par un think tank basé à Washington, n'ont toujours pas été déclarées à l'AIEA. Le directeur de l'agence de l'ONU, Raphaël Grossi, évoque une possible utilisation des tunnels pour stocker du matériel nucléaire non déclaré. Si l'Iran dit vouloir se doter de l'arme atomique, il reste sous surveillance internationale pour des activités jugées ambiguës. En 2018, Donald Trump a torpillé l'accord nucléaire signé sous Obama. Aujourd'hui, les États-Unis, toujours dirigés par le président républicain, espèrent un nouvel accord, mais sous leurs conditions. Marco Rubio l'a bien affirmé. Le précédent accord de 2015 a donné à l'Iran des marges de manœuvre dangereuses. Nous ne referons pas la même erreur. Un nouveau cycle de discussion est prévu ce samedi à Oman entre les États-Unis et l'Iran. L'objectif, encadrer de nouveau le programme nucléaire iranien et éviter une montée des tensions. Au moins 36 Palestiniens ont été tués dans une série de frappes israéliennes selon la défense civile et les hôpitaux du territoire. Parmi les victimes, 6 membres d'une même famille. À Jabalia, dans le nord de Gaza, un commissariat de police a été visé par l'aviation israélienne. L'hôpital indonésien de la ville a confirmé avoir reçu les corps de 9 personnes.
La frappe a ciblé un centre de commandement du Hamas et du djihad islamique, indique l'armée israélienne. Dans le nord de Gaza, une frappe a anéanti une maison, bilan 6 morts, un couple et leurs 4 enfants selon les secouristes. D'autres bombardements ont visé les villes de Khan Younes et le camp de Nusayrat. Bilan supplémentaire, au moins 7 morts, dont 2 dans une tente abritant des déplacés. Depuis la reprise de l'offensive israélienne le 18 mars, après une trêve de 2 mois, près de 2000 Palestiniens ont été tués. Le bilan global dépasse désormais les 151 300 morts à Gaza selon le ministère de la Santé du Hamas. La guerre a été déclenchée à part l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Elle a fait 1218 morts côté israélien, en majorité des civils, et 251 personnes avaient été enlevées. D'après l'armée israélienne, 58 otages sont toujours retenus à Gaza, dont 34 seraient mortes. Face à l'escalade, les appels internationaux à un cessez-le-feu se multiplient, mais la situation sur le terrain reste tragique pour les civils. Près de 50 000 personnes se sont déjà recueillies devant le cercueil du pape François depuis mercredi matin à la basilique Saint-Pierre de Rome, restée ouverte presque toute la nuit pour accueillir les fidèles venus du monde entier, rendre un dernier hommage au pape. Ils sont venus par dizaines de milliers, silencieux, recueillis, parfois en larmes. Depuis 2 jours, les fidèles affluent à Rome pour saluer une dernière fois le pape François, décédé lundi à 88 ans. Face à l'affluence, le Vatican a prolongé l'ouverture de la basilique jusqu'à 5h30 ce jeudi matin, avant de rouvrir à 7h pour une nouvelle journée d'hommage. Un fidèle mexicain témoigne « J'ai attendu plus de 4 heures pour entrer, mais devant lui, j'ai ressenti une paix immense. » Dans un geste de sobriété inédit, voulu par François lui-même, le cercueil repose à même le sol, en rupture avec la tradition du catafalque. Il était proche des gens, un pape de notre peuple, il a marqué l'histoire, affirme un fidèle argentin. La future tombe du pape à la basilique Sainte-Marie-Majeure ne désemplit pas non plus. Plus de 10 000 personnes s'y sont pressées hier. Samedi, les funérailles de François réuniront plus de 200 000 fidèles et 170 délégations étrangères. Chefs d'État, souverains et responsables religieux sont attendus. Parmi eux, Donald Trump, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky ou encore le roi d'Espagne, Felipe VI. Les obsèques du pape François seront célébrées samedi matin à 10h, heure locale. Une nouvelle nuit d'horreur à Kiev. Une attaque de missiles russes a fait au moins 9 morts et 63 blessés, alors que les tensions diplomatiques s'aggravent entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Le point complet sur cette escalade entre guerre sur le terrain et bras de fer diplomatique. Il est minuit passé à Kiev quand l'alerte anti-aérienne retentit. Peu après, des missiles s'abattent sur la capitale. Bilan provisoire, 9 morts, 63 blessés, dont 6 enfants. Plusieurs immeubles d'habitation sont détruits et les secouristes fuient encore dans les décombres. Pour Kiev, pas de doute, Vladimir Poutine n'a qu'un seul désir, tuer, accuse la présidence. Pendant ce temps, le président Zelensky entame une visite diplomatique en Afrique du Sud, pays longtemps accusé de proximité avec Moscou. Objectif, rallier davantage de voix du Sud global à une paix durable. Mais à Washington, Donald Trump hausse le ton. Il accuse Zelensky de bloquer un accord proche avec la Russie et affirme que la Crimée est perdue pour l'Ukraine. Dans un message virulent, le président américain dénonce des déclarations incendiaires de son homologue ukrainien. Il peut avoir la paix ou perdre tout le pays, menace-t-il. Des propos qui font craindre un désengagement américain. Et sur le terrain, la guerre se poursuit. À Kharkiv, 2 blessés lors de nouvelles frappes. À Marganets, 9 morts dans une attaque de drone contre un bus selon le gouverneur. Alors que les discussions pour la paix piétinent à Londres, les Européens insistent, l'intégrité territoriale de l'Ukraine reste non négociable. Et pendant que les pourparlers diplomatiques s'enlisent, l'émissaire américain Steve Witkoff est attendu à Moscou d'ici la fin de la semaine. Une nouvelle tentative pour éviter une guerre qui menace de s'éterniser. C'est une nouvelle étape pour la conquête spatiale chinoise. Aujourd'hui, un équipage de 3 astronautes s'est envolé vers la station orbitale Tiangong, une mission de 6 mois qui s'inscrit dans l'ambitieux programme de Pékin, envoyer un équipage sur la Lune d'ici 2030.
À Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, tout est prêt. Sur fond de slogans patriotiques et de drapeaux rouges, la fusée Chenzhou 20 s'apprête à décoller pour une mission de 6 mois dans l'espace. À bord, 3 astronautes, le commandant Cheng Dong, vétéran de l'espace, Chen Zhongru, ancien pilote de chasse, et Wang Ji, premier astronaute originaire de Mongolie intérieure. À bord de la station Tiangong, ils mèneront des expériences en physique, en biologie et même sur des vers aquatiques connus pour leur régénération. Ils devront également assurer des opérations de maintenance et d'installation d'équipements de protection contre les débris spatiaux. Ce vol marque une étape de plus dans le rêve spatial du président Xi Jinping qui ambitionne d'envoyer des Chinois sur la Lune d'ici 2030. La Chine, exclue de la Station spatiale internationale, développe sa propre coopération. En février, un accord avec le Pakistan a ouvert la voie à la venue d'astronautes étrangers à bord de Tiangong. Une mission à suivre de près, la Chine veut non seulement rattraper les puissances spatiales historiques, mais aussi prendre la tête de la prochaine grande aventure humaine sur la Lune. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur les programmes de Télé Libre. À très bientôt.